Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir le gluten, dont nous allons discuter avec Julien Vénesson, auteur de Gluten, comment le blé moderne nous intoxique, aux éditions Thierry Soucard. Alors, bonjour Julien, est-ce que tu pourrais te présenter à mes lecteurs en quelques mots auparavant ? Bonjour Benjamin, oui. Alors, je suis journaliste scientifique, consultant, également formateur en nutrition pour les professionnels. Alors, j'avais réalisé une vidéo sur le gluten déjà il y a un an sur mon blog qui avait vraiment amené énormément de questions, énormément de commentaires. Donc, je sais que c'est un sujet qui passionne mes lecteurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de points très intéressants qui sont développés dans ton livre, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené, ce qui t'a motivé finalement à écrire un tel livre ? Oui, ben en fait, c'est assez simple. On entend de plus en plus parler du gluten, du blé qui serait dangereux, qui poserait problème. Et tout ça, c'est un petit peu une espèce de capharnaüm. Tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit. Et quand on interroge des gens autour de soi, ben, pourquoi est-ce qu'il faut éviter le gluten? Je ne sais pas trop, il faut l'éviter parce que c'est pas bien. Donc tout ça, c'était pas très clair. Moi, j'ai une formation de scientifique et je travaille toujours dans un domaine scientifique. Donc je voulais mettre un petit peu les choses à plat. Je voulais comprendre le pain, par exemple, qui est donc constitué de blé. C'est quand même un aliment qu'on mange de manière courante, hein, depuis presque toujours, hein, quand même. Donc, Un Français moyen mange environ 55 kilos de pain par an, si mes souvenirs sont bons. donc ce qui est quand même pas mal, sans compter les pâtes, pizza et autres aliments qui contiennent du blé. Donc voilà, je voulais comprendre vraiment pourquoi est-ce que cet aliment pouvait poser problème, à qui pose problème et pourquoi est-ce qu'il poserait problème, parce que finalement, personne ne le sait vraiment. Donc ce livre, en fait, c'est un petit peu une enquête de savoir qu'est-ce qui a rendu le blé si spécial. Et puis surtout, pour moi, ce que je trouve très intéressant dans le fait de faire un livre qui résume et qui fait référence sur ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup effectivement de questions et de conseils contradictoires, notamment quand en France on regarde le programme national nutrition santé qui conseille de manger des féculents, donc notamment beaucoup de produits dérivés du blé à tous les repas. Il y a encore quelques semaines, le président du PNNS disait que les Français ne mangeaient pas assez de féculents. Donc, Serge Heiberg, pour ne pas le citer. oui, pour ne pas le citer. Oui. Et donc c'est assez triste, pour ne pas dire affligeant, de voir à quel point il y a un fossé entre, par exemple, les faits et la science dure que tu sors au travers de ce livre et les conseils que les autorités officielles peuvent encore sortir. Effectivement, en écrivant ce livre, en fait, j'ai voulu vraiment faire un travail rigoureux. Donc il y a plus de 400 références scientifiques, ce qui occupe une bonne partie de la fin. Donc tout le monde peut consulter les références pour voir si ce que je dis c'est vrai ou ça ne l'est pas. J'ai également aussi revu des interviews de chercheurs. Je me suis beaucoup entretenu avec les chercheurs parce que je voulais aller à la source de l'information et pas simplement écouter ce que disent tel lobby ou telle institution. Moi, je voulais savoir vraiment une recherche de vérité. Donc j'ai interviewé des chercheurs en toxicologie, en immunologie, en allergologie, dans différents domaines qui interviennent en matière d'intolérance ou de réaction par rapport au gluten, et puis sur l'alimentation en général. Donc c'est vrai que c'est un livre qui se veut très construit. Alors, il y a énormément de sujets traités dans ton livre, donc on ne va pas tous les passer en revue, bien entendu, mais je voudrais qu'on s'attarde sur deux points en particulier, à savoir la création de ce blé moderne et la sensibilité au gluten. Donc, en préparant cet entretien, tu m'expliquais comment, justement, et c'est ce que tu écris très bien dans ton livre également, comment on en est venu à créer ce blé moderne que tu appelles Frankenblé, j'aime beaucoup ce petit nom, et en quoi finalement on peut presque le considérer comme un OGM. Donc en fait, finalement, en quoi le blé moderne est un OGM ? Alors c'est une question intéressante, mais elle demande qu'on explique un petit peu quelques petits points. Premièrement, il faut savoir ce que c'est qu'un OGM. Il y a une définition qui a été établie au niveau européen de ce qu'est un OGM. C'est quand on introduit le gène d'un organisme dans un autre organisme. Par exemple, on a pu voir récemment qu'il y avait eu des moutons fluorescents qui avaient été mis au point grâce aux OGM. Donc on avait pris des gènes de méduses, je crois, et qu'on avait introduits dans le génome de moutons.
Donc vraiment une découverte tout à fait extraordinaire qui va révolutionner le monde. Je pense que la prochaine étape, c'est d'introduire les gènes de moutons fluorescents dans la tomate pour pouvoir avoir des petites tomates brillantes et avec des petits poils qu'on pourra repérer plus rapidement dans les supermarchés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'OGM au sens classique. Et là, c'est évident, intuitivement, on se dit, bon, j'introduis un gène dans un autre organisme, il y a des trucs bizarres qui vont se produire, il faut qu'on sache ce qui se passe, et il y a donc des analyses toxicologiques pour essayer de savoir si ces nouveaux aliments sont potentiellement dangereux pour la santé ou pas. C'est ce qui s'est passé récemment avec les OGM de Monsanto, le fameux maïs qui a défrayé la chronique. Alors que pour le blé moderne, c'est un petit peu différent. On n'a pas introduit le gène d'un autre organisme dans le blé. Le blé actuel, il est plutôt le fruit de sélection, de croisement et de techniques de génétique particulières qui ont été faites il y a plus de 50 ans maintenant, qui sont déjà des techniques de génétique avancées, donc pas à la portée de monsieur tout le monde, avec des blés qui ont été mis au point en laboratoire, donc quelque chose vraiment de très très particulier. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces modifications-là aussi, même si ce n'étaient pas des OGM au sens de la définition européenne, se comportaient exactement comme des OGM. J'ai d'ailleurs interviewé Jean-François Narbonne dans le livre, et qui est expert toxicologue à l'ANSES, et qui lui considère qu'effectivement, ces hybridations, puisque là on parle plutôt d'hybridation au sens de la définition, sont tout à fait comparables à la situation qu'on a avec les OGM. Donc c'est pour ça que moi je considère que le blé actuel est un OGM. Il faut quand même bien se rendre compte que le blé actuel, c'est 42 chromosomes, alors que le blé originel qu'on mangeait en tout cas au début de l'agriculture, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans, c'était l'engrain qui contenait 14 chromosomes. Donc qu'est-ce qui se passe quand on multiplie le génome à ce point-là? On peut vraiment se poser la question. Par exemple, chez l'homme, si on rajoute un chromosome 21, ça donne la trisomie 21, qui est quand même une maladie terrible, et puis qu'on ne peut pas guérir. Donc chez la plante, qu'est-ce que ça fait? On ne le sait pas vraiment, et manifestement, ça ne fait pas que du bien, malheureusement. Très bien. De toute façon, les lecteurs en apprendront beaucoup plus dans la première partie de ton livre qui est consacrée à ce sujet et au développement des nouvelles formes de blé. Et ce qui est intéressant et ce que tu expliques bien dans ton livre, c'est que si on regarde sur le long terme sur l'histoire de l'évolution des premiers hominidés et de l'espèce humaine, si on remonte jusqu'à il y a environ 7-8 millions d'années, finalement, l'homme, si on part donc par exemple du 1er janvier, on dit que c'est il y a 8-9 millions d'années, et le 31 décembre à 23h59, c'est aujourd'hui, et bien finalement, l'homme a commencé à cultiver des céréales, dont le blé, que vers le 31 décembre à 13h, si je me souviens bien. Et donc c'est extrêmement récent dans l'histoire de notre évolution, cette consommation de céréales, dont le blé. Et je ne parle même pas depuis 60 ans avec les nouvelles formes de blé. Le deuxième sujet que je voulais aborder et que je trouve extrêmement intéressant parce que je suis concerné en premier chef, c'est celui de la sensibilité au gluten qui toucherait au moins 15% des personnes. Est-ce que tu pourrais la définir en quelques mots? Alors, ce dont les gens entendent toujours parler, c'est de l'intolérance au gluten, qui est une maladie qu'on sait diagnostiquer et qui ne concerne pas beaucoup de gens. La maladie cœliaque. Voilà, le synonyme de intolérance au gluten, c'est maladie cœliaque. Et bon, actuellement, on dit que ça concerne environ 1% de la population, donc c'est vraiment très très peu. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant de s'intéresser à ces problèmes liés au gluten si ça concerne aussi peu de gens. Mais en fait, il a été démontré depuis quelques années, mais c'est quelque chose de récemment démontré, qu'il existait aussi une maladie qu'on appelle la sensibilité au gluten, qu'on ne peut pas diagnostiquer par les moyens utilisés pour diagnostiquer la maladie cœliaque, et qui provoque aussi de nombreux problèmes de santé. Et c'est une maladie qui empêche beaucoup de gens de fonctionner correctement, puisqu'il peut y avoir des symptômes divers et variés, et tout à fait banals. Et dans ce cas-là, la sensibilité au gluten, d'après les études préliminaires qu'on a actuellement, parce que malheureusement la recherche est en train de déterminer quelle proportion de la population est touchée par ce problème, ça toucherait, selon les études, entre 20 voire 40% de la population. Et là, c'est tout à fait énorme. Oui, 40%, c'est ce que j'avais vu aussi. Oui, bon, c'est les chiffres qui sont les plus importants, mais probablement on est peut-être plus autour de 20, mais ça reste quand même tout à fait énorme. Et en plus, il semble que la prévalence de cette maladie ne cesse d'augmenter de manière exponentielle, probablement à cause de ces nouveaux blés qui sont devenus mauvais. Parce que finalement, il y a deux facteurs. Il y a la modification du blé au cours de l'histoire récente, mais aussi le fait qu'il n'y a pas que le pain, il y a les autres produits céréaliers, et puis il y a surtout le gluten que les industriels mettent comme liant dans beaucoup de produits industriels, et c'est assez cauchemardesque d'ailleurs pour surtout les malades cœliaques, et même pour donc, ceux qui sont sensibles au gluten, de faire la chasse au gluten dans tous les produits que l'on trouve au supermarché. Absolument.
Et le problème aussi, je trouve, c'est que beaucoup de patients qui peuvent souffrir de ces symptômes se voient diagnostiqués comme ayant un côlon irritable, qui est, je trouve, un terme un petit peu fourre-tout, comme tu l'expliques aussi très bien dans ton livre, hein, qui est un terme un petit peu fourre-tout. Finalement, lorsque les médecins voient ce type de symptômes, de problèmes digestifs, de douleurs intestinales, sans savoir forcément de quoi souffre le patient et sans aller forcément chercher une intolérance ou une sensibilité alimentaire possible. Et donc, pourquoi tu penses finalement qu'il y a encore un tel déficit de connaissances, notamment sur ce sujet de la sensibilité au gluten, parmi les médecins, et que beaucoup de gens finalement se retrouvent à vivre pendant des années en pensant simplement avoir un côlon irritable et sans avoir pensé que le problème pouvait venir entre autres, pas que, mais entre autres, du gluten. On leur dit même que c'est le stress, c'est psychologique, et donc finalement, ils finissent par stresser encore plus, de stresser, et se disent que c'est eux-mêmes qui se rendent malades, alors que le problème vient d'ailleurs. Ben, en fait, c'est très simple. Il faut quand même se rendre compte que la médecine moderne, c'est un petit peu le règne de la science. On a, grâce aux outils scientifiques modernes, on a réussi à se débarrasser de certains remèdes de charlatans, on va dire, hein, pour aller vers des remèdes vraiment efficaces, des vraies solutions, de vrais diagnostics. Donc c'est un progrès qui est en fait énorme, même si souvent on décrit la médecine, c'est quelque chose d'énorme. Mais en même temps, il y a aussi le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est que lorsque la science n'a pas encore montré quelque chose, on a du mal à y croire. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de médecins, malheureusement aujourd'hui, pas tous, parce qu'il y a encore de très bons médecins, mais beaucoup de médecins ne font pas bien attention à ce que leur disent leurs patients. Et quand quelqu'un arrive et dit « j'ai des douleurs abdominales, j'ai un problème », s'il ne trouve rien, il pense que c'est le stress. Alors que ça n'est pas nécessairement le stress, ça peut être quelque chose dont il n'a pas connaissance ou qu'il n'a pas encore vu. Et ça, c'est vrai que c'est un problème parce que ça fait passer à côté de beaucoup de choses. Donc je pense qu'il faudrait peut-être réapprendre un petit peu à croire aussi ce que disent les gens. Ça ne peut pas être que l'effet placebo ou l'effet nocebo quand il s'agit d'effets secondaires. L'effet placebo, ça n'est pas quelque chose qui est imaginaire, c'est quelque chose qui est réel. Et ça, je pense qu'il faudrait en tenir un petit peu plus compte. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais que les médecins d'il y a 40, 50 ans étaient beaucoup plus portés sur la symptomatique. Ça n'arrivait jamais qu'on aille voir son médecin et qu'il ne nous fasse pas en même temps une mesure de la tension artérielle, qu'il n'écoute pas les battements du cœur et un petit check-up général au niveau de l'ensemble de l'organisme. Aujourd'hui, ça arrive très fréquemment qu'on aille chez le médecin, il prescrive une ordonnance et on repart. Il n'y a plus toutes ces choses qui étaient à l'écoute du corps et je pense que c'est ça qui fait problème parce que probablement qu'on diagnostiquerait plus facilement d'autres problèmes. Et alors, juste pour finir sur ce sujet de la sensibilité au gluten, est-ce que tu pourrais redétailler précisément tous les symptômes qui y sont liés? Eh ben, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont d'une part très similaires à ceux de l'intolérance au gluten, qu'on appelle donc aussi maladie cœliaque, à savoir des problèmes digestifs, de diarrhée, de constipation, reflux gastro-œsophagien, ce genre de choses qui sont très peu spécifiques. C'est très difficile d'être orienté, de penser au gluten quand on a ce genre de symptômes. Et puis ça peut même être encore pire parce qu'on a des études qui montrent que le seul symptôme d'un problème lié au gluten, ça peut être un maux de tête, un petit peu d'eczéma, du psoriasis. Donc c'est très très compliqué. C'est pour ça que j'ai essayé de relier un peu toutes les maladies, on va dire les plus fréquentes, parce qu'il y en a probablement qu'on ne connaît même pas, dans le livre qui sont liés au gluten pour que les gens qui s'y reconnaissent puissent se dire ah bon, bah, effectivement, peut-être que ça me ferait du bien d'arrêter le gluten et ça ferait probablement du bien à beaucoup de monde. Donc principalement, ça va être ça en fait. Hein, les problèmes liés au gluten, ce sont des maladies systémiques, c'est-à-dire qui touchent tout l'organisme. Donc les symptômes peuvent être très très variés. C'est même difficile de les définir tous avec précision. Alors, il est aussi, je trouve, important de rappeler qu'il n'y a aucune carence dans un régime sans gluten, il n'y a aucun nutriment dans le blé qui ne peut pas se trouver ailleurs. Il n'y a vraiment aucun problème à se passer de gluten et les gens qui, en étant intolérants ou en étant sensibles, doivent développer donc un régime sans gluten, n'ont pas à stresser d'avoir aucune carence que ce soit. Et d'ailleurs, à la fin de ton livre, la dernière partie est consacrée justement aux conseils pratiques, quelle alimentation mettre en place pour enlever le gluten, quelles sont toutes les céréales à éliminer. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute la partie complément alimentaire intéressant, notamment pour reprendre soin de ses intestins ou recombler certaines carences qui peuvent être liées à une intolérance au gluten non traitée. Et pour finir, je voudrais juste évoquer deux sujets. C'est premièrement que le blé donc moderne, même complet,
n'est pas un aliment à recommander, hein, complet ou pas complet. Même complet, le pain complet a un indice glycémique très élevé. Oui, puis surtout, il contient autant de gluten que les autres, et il est aussi modifié génétiquement que les autres, même le pain biologique. Hein, il faut bien comprendre qu'actuellement, il n'existe pas de blé qui soit, on va dire, non modifié par la main de l'homme, hein, actuellement, en tout cas dans le commerce. Et le deuxième sujet aussi que je trouve important, c'est tous les produits sans gluten. En effet, je vois, en accompagnant les gens, notamment au supermarché, de plus en plus de gammes de produits estampillés sans gluten, des pâtes sans gluten, des farines pour faire des gâteaux, des mélanges de farine plutôt sans gluten, voire des biscuits, des madeleines, vraiment beaucoup, beaucoup de choses sans gluten. Et en général, quand ces gammes sont estampillées sans gluten, c'est que ce sont des produits fabriqués à partir d'amidon de maïs, de fécule de pommes de terre, beaucoup de produits qui servent aussi à donner pas mal de texture. Et l'huile de palme aussi, beaucoup d'huile de palme. Et donc finalement, le problème, c'est que nutritionnellement, ce ne sont pas des produits plus recommandables, parce que déjà, amidon de maïs, fécule de pommes de terre, également indice glycémique élevé. Et donc moi, personnellement, je conseille vraiment aux intolérants ou aux sensibles d'éviter ce type de produit, parce que de toute façon, si on prend, je sais pas, du riz ou du sarrasin, c'est pas estampillé sans gluten, mais ça n'en contient pas, et ça ne se trouve pas dans les rayons spécifiques sans gluten, mais ça suffira largement au commun des mortels. Je pense qu'il faut un petit peu réapprendre à manger sainement des aliments naturels et qui effectivement par nature ne contiennent pas de gluten, hein. C'est beaucoup de produits transformés qui contiennent ce genre de protéines. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que on va se passer de blé et donc de votre baguette habituelle du matin ou de vos tagliatelles ou de vos spaghettis, etc., qu'on va tomber dans une alimentation sans plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais un petit cadeau. Sous cette vidéo, vous trouverez la recette d'un brownie sans gluten, bien entendu, avec que des produits sains. Je vous fais cadeau de cette recette pour vous montrer justement qu'on peut allier plaisir, santé et, par rapport au sujet de cette vidéo, sans gluten. Et donc, vous trouverez la recette sous cette vidéo. Donc, pour tout savoir sur le gluten, comment le blé moderne a été développé, quels sont les symptômes de l'intolérance au gluten, de la sensibilité au gluten, comment le gluten peut provoquer des problèmes psychiatriques, des problèmes de peau, accélérer le vieillissement, etc. Je vous conseille donc fortement d'acheter Gluten, comment le blé moderne nous intoxique, de Julien Vénesson. Je vous recommande vraiment chaudement la lecture de ce livre et notamment, je trouve vraiment très intéressant pour tous les intolérants ou sensibles parmi vous, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui se sentent parfois un peu perdus par rapport à leur entourage ou par rapport à leur médecin qui ne reconnaissent pas forcément leurs symptômes et leurs problèmes. Ce sera un argument béton pour leur montrer que c'est un vrai problème médical référencé, scientifiquement démontré, donc comme le disait Julien au début de la vidéo, avec plus de 400 références scientifiques dans ce livre. Donc merci beaucoup Julien pour cet entretien et pour cette vidéo. Merci à toi Benjamin. En attendant, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo pour me dire si vous êtes vous-même intolérant ou sensible au gluten, comment vous l'avez découvert et comment aujourd'hui vous vivez cette alimentation sans gluten. Je vous dis à très vite sur naturacoach.com et prenez soin de vous.